Bonjour tout le monde, on va parler de la jeunesse de Mistral, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à ses 30 ans, environ, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de Mireille et un petit peu après. Mistral, c'est avant tout un fils de paysan, il a toujours revendiqué ses origines paysannes. D'ailleurs, dans ses fameuses Memorie Racconte, donc les mémoires et récits, Mistral revendique cet aspect-là, revendique le fait qu'il soit fils de paysan et que son âme de poète, eh bien, il l'a trouvé au milieu des champs de Mayenne, le village dans lequel il est né, et non pas au milieu des livres, même si, bien sûr, les références littéraires seront nombreuses chez Mistral. Donc quelqu'un qui aime avant tout la nature et qui est quelque part héritier de ce mouvement qu'on appelle le romantisme, auquel il a participé aussi, hérité bien sûr de Jean-Jacques Rousseau et de cet amour pour la nature qui est source à la fois d'inspiration, source littéraire également. Voilà, donc Mistral, né en 1830, donc dans ce petit village dont je vous parlais, qui s'appelle Mayenne, qui est situé sur le flanc nord des Alpilles, au bas des Alpilles, au côté nord. Et la première chose qu'il revoit, nous dit-il dans ses mémoires et raconte, mémoires et récits, eh bien c'est cette rangée de montagnes bleues que sont les Alpilles. Alors, quand il naît, Mistral, il ne devrait pas s'appeler Frédéric, il devrait s'appeler logiquement Nostradamus. Voilà, vous avez une photo de Nostradamus, parce que bien sûr Nostradamus, tout le monde le connaît. C'est le célèbre astrologue favori de Catherine de Médicis. Mais les parents Mistral n'ont pas l'obtention d'appeler leur enfant Nostradamus, ni de la part du curé, ni de la part du maire, précisément parce que c'est un peu sulfureux là, comme origine. Donc il va s'appeler Frédéric, qui était l'ancien commissionnaire amoureux entre François Mistral et Adélaïde Poulinet, les parents de Frédéric Mistral. L'enfance de Mistral se déroule donc au milieu de la nature, dans un mas, une ferme, qui s'appelle le mas du juge, et le jeune Mistral est ébloui par la beauté de la nature. Ça reviendra partout dans sa vie et aussi bien sûr dans sa littérature. Mistral est un amoureux inconditionnel de la nature, des collines, des prairies, des champs, des rivières, et on est complètement inclus dans ce romantisme français très ancré dans la beauté bucolique de la nature. Un premier épisode que Mistral nous raconte donc dans ses mémoires et raconte est très symbolique, c'est celui des Flor de Glauco, les fleurs de glé. Le jeune Mistral va 3 fois aller plonger dans un canal, bien malgré lui, tout simplement parce qu'il voulait cueillir des magnifiques fleurs jaunes. Donc c'est un enfant qui n'hésite pas à risquer sa vie pour cueillir ce que la Provence fabrique, j'allais dire, de plus beau sur le plan floral. Là, il y a une symbolique à observer. Mistral est celui qui se jette à l'eau, je vais dire, pardonnez-moi le jeu de mots un peu facile, pour justement cueillir ce que la Provence fait de plus beau. Sa mère le reconnaîtra, elle dira « cet enfant n'est pas comme les autres ». 3 fois, il risque sa vie, il tombe dans un canal pour cueillir des fleurs. Le thème de la fleur qu'il faut cueillir le long de l'eau, c'est un thème qui reviendra également chez Mistral. Mais retenons cette idée que ce jeune enfant est fasciné par la beauté et prend des risques pour réussir éventuellement à accéder, à cueillir cette beauté. Donc son âme de poète, c'est dans les fleurs, c'est dans les champs, c'est dans les prairies que Mistral va la trouver. Et certainement pas à l'école, parce que Mistral est un réfractaire de l'école très tôt. À l'école communale, ça se passe pas très bien, d'ailleurs il fait souvent sous plantier, c'est-à-dire l'école buissonnière. Donc finalement, ses parents vont devoir le mettre en pension. Dieu merci, la première pension à laquelle se rend le jeune Mistral est très douce. Elle se situe à Saint-Michel de Frigolet. Saint-Michel de Frigolet, l'abbaye que vous pouvez voir à l'époque. Saint-Michel de Frigolet est tenu par monsieur Donat, qui lui a décidé de faire un programme pédagogique assez doux, c'est-à-dire du travail scolaire bien évidemment, notamment du latin, mais aussi beaucoup de promenades dans la montagnette, et ça plaît énormément à Mistral. Mais cet heureux temps ne dure pas, il faut bientôt aller au collège. Et là, Mistral va vivre le collège comme une véritable prison. C'est pas le seul d'ailleurs auteur à dire cela. Vous avez Charles Sorel au XVIIe siècle, vous avez Montaigne au XVIe siècle aussi qui dira les collèges sont des geôles de jeunesse captive. Et c'est tout ce que ressent le petit Mistral. Il est enfermé, il est en ville à Avignon, il est au collège, mais il y aura un rayon de soleil dans ce collège. Un de ses répétiteurs, c'est-à-dire de ses enseignants qui sont aussi surveillants, va être Joseph Roumanie. Et Joseph Roumanie, c'est un voisin, puisque lui, il est de Saint-Rémy de Provence, donc à côté de Mayenne,
le village duquel est originaire le jeune Mistral. Et Joseph Romani et Frédéric Mistral, même si Romani est plus âgé que lui, eh bien vont se reconnaître sur une chose, c'est-à-dire la défense et la restauration de la langue provençale. Bien des années de la vie de Mistral et de la vie de Romani vont se dérouler justement en collaboration dans ce projet qui est celui de la restauration et de l'illustration de la langue provençale. Mistral continue donc son parcours de collégien, ça marche relativement bien, il obtient beaucoup de prix d'excellence, et ensuite le moment est venu de passer son bac. Le bac ne se passe pas partout à l'époque, il faut aller le passer à Nîmes. Mistral crèchera dans une petite hôtellerie qui s'appelle l'hôtel du Pichot Saint-Jean, du Petit Saint-Jean, que vous pouvez voir. Il va passer son bac, il est mort de trouille, bien évidemment. Et malgré cette trouille et malgré son origine paysanne, eh bien Mistral va réussir le bac. Quelle consécration, quelle gloire pour le petit peuple paysan. Un des personnages des Mémoires y raconte, dira « Vezès que de la terre sort pas que des fournigues, tant ben sort d'hommes ». Vous voyez que de la terre ne sort pas que des fourmis, il en sort également des hommes, comprenez, des hommes cultivés. Après le bac, bien sûr, il faut faire des études supérieures. Et on ne se pose même pas la question à l'époque. Quand on a le bac, on va faire des études de droit. Et où fait-on du droit à l'époque? Eh bien sûr, à Aix. D'ailleurs, ça n'a toujours pas changé, la fac de droit est toujours à Aix. Sauf qu'à l'époque, elle se situait en face de la cathédrale Saint-Sauveur, qui est actuellement l'Institut d'études politiques. Donc Mistral va faire ses études de droit, et le voici donc jeune homme, étudiant, au milieu des rues d'Aix. Et là, c'est un petit peu, on pourrait dire, la bamboula. Il va régulièrement fréquenter les clubs révolutionnaires. Souvent, il va à Marseille à pied, nous dit-il. On ne le sent pas très absorbé par ses études de droit. Toujours est-il qu'il passe une vie très agréable pendant ces années où il doit passer sa licence de droit. Là, vous voyez actuellement sa chambre d'étudiant, où il va passer plusieurs années et dans laquelle, on imagine bien que le jeune Mistral à la fois étudie, à la fois s'interroge sur la culture provençale. Et elle était située à la rue de la Monnaie, qui actuellement, du coup, s'appelle la rue Frédéric Mistral. Après sa licence de droit qu'il va réussir, on se demande comment d'ailleurs, après avoir fait autant la bamboula, être allé à Marseille, être allé dans les clubs révolutionnaires, après avoir chanté, nous dit-il, des refrains révolutionnaires sous les balcons des aristocrates d'Aix, et bien malgré tout ce remue-ménage, il obtient sa licence de droit. Donc on pourrait dire licence de droit égale belle carrière de juge, d'avocat, de notaire. Eh bien non, Mistral n'a pas perdu ce projet de restauration et d'illustration de la langue provençale. Il rentre chez lui et annonce à ses parents qu'il sera poète. Donc le voici de nouveau au mas du juge. Voilà, vous le revoyez le mas du juge. Et dans une petite chambre là dont vous pouvez apercevoir la fenêtre vers le fond, il va commencer à rédiger des vers provençaux. Et il en rédige. Alors il commence par un premier texte qui s'appelle les Limeissou, les moissons, donc très inspiré de Virgile. Et puis il ne le publiera pas, c'est son coup d'essai. Mais il a en projet un grand œuvre qui va être celui de Mireille, dont je parlerai juste après. Alors, Mistral à cette époque-là n'est pas seul à vouloir défendre la langue provençale et à l'illustrer. On a déjà notamment du côté de Marseille des choses qui bougent. Vous avez notamment un journal tenu par des Annas qui s'appelle le Bouillabaisse. Oui, la Bouillabaisse. Eh bien, ce sont des gens qui écrivent des vers provençaux et qui le font publier dans le Bouillabaisse. Donc il y a des gens qui ont envie de créer en langue régionale, des gens qui ont envie d'être publiés. Et donc, en 1852, eh bien ces gens-là vont se réunir à Arles, ce qu'on appelait le congrès d'Arles, pour un petit peu voir comment on peut collaborer, comment on peut illustrer cette langue provençale. Ça marche très bien. L'année d'après, en 1853, il y a ce qu'on appelle le congrès d'Aix, où les participants de l'année passée décident de refaire la même chose à Aix. Sauf que là, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de schisme littéraire entre les Aixois marseillais d'un côté et les Avignonnais de l'autre, c'est-à-dire Mistral, Romani et compagnie. Et les Avignonnais ne sont pas d'accord avec la vision de la langue régionale des Aixois marseillais. Pour ces derniers, la langue provençale, c'est amusant, c'est bien, mais on peut faire des galéjades, des blagues, des petits poèmes un peu légers. Donc ça n'a pas vraiment un statut de langue, j'allais dire presque nationale, littéraire, de langue qui a du poids, de l'épaisseur. Ça, c'est la vision des Avignonnais. Les Avignonnais pensent qu'il faut restaurer cette langue, qu'elle est belle et qu'on peut écrire avec elle des chefs-d'œuvre.
Donc les Avignonnais seront déçus, et l'année d'après d'ailleurs, ils vont créer de leur côté dans le Vaucluse, à Châteauneuf de Gadagne, leur propre association qui va s'appeler le Félibrige. Et bien sûr, Mistral est à la tête du Félibrige. Donc le Félibrige, c'est l'association de défense et de promotion de la langue provençale. Première des tâches du Félibrige, c'est d'offrir au lectorat provençal populaire de quoi lire. Alors, quelle est la base populaire depuis bien des années, depuis bien des siècles pour le lectorat? C'est les almanachs. Et donc, Mistral et ses amis vont décider de créer un almanach à partir de l'année 1855, qui est l'Armanat Provençal, qui veut dire l'almanach provençal. Voilà, là vous pouvez voir le premier numéro en 1855. Vous allez me dire, bon dans ce cas-là, un almanach, c'est quoi? C'est des fois des recettes de cuisine, c'est le calendrier, ce sont des anecdotes, donc pas de quoi pavaner, ce n'est pas encore les grands genres littéraires qui sont représentés. Oui, c'était compté sans Mistral, sauf que Mistral a un projet ambitieux, c'est celui d'écrire une épopée, c'est-à-dire le grand genre à l'époque. Et cette épopée, il a commencé à la rédiger, et elle va s'appeler Mireille. Alors Mireille, parution en 1859, va être le grand boom de la littérature non seulement provençale, mais régionale. Mistral ne s'attendait pas à un tel succès d'ailleurs. L'histoire au départ était assez simple, c'était une histoire morganatique, c'est-à-dire deux amoureux avec une différence sociale énorme, le fils d'un rempailleur de chaises, qui est Vincent, et la fille d'un riche masier, un riche fermier provençal, qui était Mireille. Vous allez me dire, petite idylle romantique, on aurait pu s'en arrêter là. Oui, sauf qu'au fur et à mesure qu'il écrit, Mistral, qui n'a pas d'ailleurs de projet fixe pour la fin de son ouvrage, va développer des idées comme celle de la prédestination, comme celle justement de l'eschatologie, du devenir des humains, du devenir de la langue également. Et Mistral, en publiant cela, ne s'attendait pas à un tel succès, mais surtout ne s'attendait pas à la caution d'un homme à la fois politique et littéraire incontournable à l'époque, qui allait être Alphonse de Lamartine. Et quand Lamartine va lire Mireille, alors là, ça va être le coup de foudre. Et il va lui consacrer son 40e entretien familier, l'entretien sur le cours familier de littérature, où il va en gros comparer Mistral à Homère en disant qu'il y a des vertus dans le soleil et qu'en gros ce que les écrivains français n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire une grande épopée, c'est un petit-fils de paysan de Mayenne qui est parvenu. Et à partir de là, c'est le succès. Le succès, tout Paris parle de Mireille, de Mistral, toute la Provence parle de Mistral, et même, je vais vous dire, sur le plan de ce qu'on a appelé le réveil des nationalités, c'est-à-dire des régionalismes un peu partout, Mistral va faire figure d'exemple. Mistral est celui qui a réussi à créer une épopée en langue régionale, réussi à séduire le public parisien, et là il y aura un engouement de Mistral. Donc Mistral en 1859 a 29 ans, et il a tout le succès à ses pieds. C'est d'ailleurs un peu gênant d'être si connu, si apprécié, si réputé, si jeune, et d'ailleurs lui-même, dans la suite des événements, dans la suite de sa vie, vivra peut-être cette croye, comme on dit en provençal, c'est-à-dire cet orgueil, de façon rétroactive, un petit peu comme une culpabilité, en disant je m'y suis un peu trop cru, trop vu. On en est là pour les 30 premières années de Mistral, c'est-à-dire où tout est dans l'ascension, où tout monte, où depuis le jeune paysan de Mayenne qui sautait au-dessus des ruisseaux dans les Alpilles, on en arrive à un grand écrivain reconnu par le tout Paris, et même je vais vous dire même par presque la planète, puisqu'il y aura un effet Mistral planétaire aujourd'hui encore. On connaît Mistral au-delà de nos frontières. C'est intéressant parce que les Memori e Racconte, donc les mémoires et récits, qui sont l'autobiographie de Mistral, font exactement ce parcours, c'est-à-dire du début de la naissance jusqu'à Mireille et un peu après, c'est-à-dire le mouvement ascensionnel de la biographie de Mistral. Après, hélas, après toute montée, il y a une descente, mais cette descente, et il n'y aura pas que des descentes, rassurez-vous, feront l'objet de la seconde vidéo où on parlera de Mistral depuis Calendau, sa deuxième épopée, jusqu'à sa mort. Merci d'avoir suivi ce premier volet de la vie de Mistral, n'hésitez pas à suivre le second. Au revoir.